Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 22 décembre. La parade du Père Noël de Passepébiac du 15 décembre dernier. Samuel Méthode Laflamme, le directeur général de la Maison de la Culture de Grande-Rivière, nous parle de la première édition des prix bénévoles culturels forts. Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous présente leur tout nouveau service pour les proches aidants. Nathalie Drapeau, la directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, nous parle d'un nouveau projet présentement en développement. Julie Leblanc, la directrice par intérim au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, nous explique cette semaine qu'est-ce que le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud ainsi que sa principale mission. Et Hélène Morin, chargée de projet pour l'association LGBT+, Baie des Chaleurs, nous invite à avoir une petite pensée pour les gens de notre entourage qui font partie de la communauté LGBT+, en cette période des fêtes. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, dimanche le 15 décembre dernier, petits et grands étaient invités à participer à la parade du Père Noël de Passepébiac. En voici un court résumé. Nous avons rencontré pour vous Samuel Méthode Laflamme, le directeur général de la Maison de la Culture de Grande-Rivière, afin d'en savoir un peu plus sur la première édition des prix bénévoles culturels forts. Bonjour Samuel. Bonjour. Là, dernièrement, il y a eu la première édition des prix bénévoles culture forts. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est une initiative qui est née grâce à un axe de notre politique culturelle à la MRC, qui était de valoriser le bénévolat culturel. Et donc, on a décidé de se joindre au prix Mémoire vivante de la MRC pour lancer cette première édition-là des prix phares bénévoles culturels. Parce que le phare est un insigne assez particulier dans notre MRC. C'est comme nos livres phares, qui sont des marqueurs spécifiques dans chacune des villes. Donc, on a voulu remettre cette signification-là auprès de nos bénévoles, qui sont des marqueurs importants dans le développement culturel de nos municipalités. Puis là, il y a 5 prix qui ont été donnés. Oui, c'est ça. Donc, on a remis un par ville et ce fut 5 récipiendaires qui se sont mérités les prix bénévoles phares. Puis ça a été choisi par les agents culturels des villes ou autres personnes mandatées. C'est pas toutes les villes qui ont des agents culturels. Et c'est le conseil municipal de chacune des villes qui a décidé de nommer cette personne-là pour la première édition. Et donc, l'année prochaine, on risque de garder un peu cette formule-là, peut-être un peu modifiée, mais sensiblement pareil, parce qu'on veut que ce soit les villes vraiment qui prennent le leadership dans les prix pour reconnaître leur population, là. OK. Puis ça, c'était tous des gens de la MRC de Rocher-Percé? Exact. Nous, vraiment, ça touche à l'ensemble de la MRC, soit de Port-Daniel-Gascon jusqu'à Percé. Et c'est vraiment des gens qui se sont vraiment démarqués au niveau de leur implication, qui ont eu
comment je pourrais dire, qui ont marqué leur temps par un don de soi incroyable là, au niveau des actions culturelles. Je pense au récipiendaire de Percé, par exemple, qui a donné 20 ans de sa vie à la vieille usine. Si ça, c'est pas des beaux exemples de bénévolat culturel, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être. Puis là, pouvez-vous nous rappeler c'est quoi le rôle et la mission de la Maison de la Culture? En fait, la Maison de la Culture est l'organisme mandaté par la MRC du Rocher-Percé pour mettre en action l'entente de développement culturel. Puis là, ça peut être assez vague, là, comme qu'est-ce que c'est une entente de développement culturel, mais une entente de développement culturel, c'est mettre en vie la politique culturelle sur son territoire. Et donc, on est guidé par la politique qui a différents axes. Et moi, je mets en application l'ensemble de l'action qui est la politique culturelle sur le territoire. Donc, c'est vraiment notre mandat premier qui a été... on est l'organisme mandaté par la MRC pour faire ça. Sinon, on a quand même un mandat plus élargi qui est de développer la culture sur l'ensemble du territoire de la MRC. Et maintenant, nous avons aussi annexé le théâtre Pourquoi pas dans notre mission. Et donc, nous développons le théâtre amateur dans le territoire. Fait qu'on va présenter une pièce au mois de juin qui va être à la vieille usine de Lens-à-Beaufils, puis qui va être présentée à l'auditorium de Grande-Rivière aussi également. Et ça, c'est fait par des gens de la municipalité et de la MRC. OK. Puis sur quoi vous travaillez au juste de ces temps-ci? Ces temps-ci, j'accompagne la MRC dans la réflexion de la nouvelle politique culturelle qu'on va lancer bientôt au chantier à peu près au mois de janvier-février. Sinon, je travaille à une tournée scolaire avec des artistes et travailleurs du milieu culturel pour présenter les différents métiers qu'il est possible de faire pour les jeunes dans le milieu culturel, puis valoriser ces métiers-là, qui sont souvent peu connus ou méconnus, et donc, puis de montrer qu'on peut bien en vivre, puis aussi revenir en région, travailler dans ces métiers-là, parce qu'on a un grand manque au niveau du milieu culturel régional. J'ose croire que dans la prochaine année, on va arriver avec d'autres projets structurants qui vont venir outiller notre milieu culturel, puis aussi le diversifier. Donc, voilà, j'ose croire que la culture est vraiment un vecteur de développement durable pour notre communauté. C'est pourquoi on s'investit autant à le faire. Un tout nouveau service pour les proches aidants a vu le jour dans la MRC du Rocher-Percé. Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous présente ce tout nouveau service. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous nous parler du nouveau service qui est présentement en construction puis en place au Centre Oui, d'action c'est bénévole? ça, oui. Les deux sont vrais. On le met en place, mais on a déjà commencé à être actif de ça. Le service s'adresse aux proches aidants. Ma patronne, avant que je travaille ici, s'est aperçue qu'il y avait un grand besoin au niveau des proches aidants, de soutien, de support, tout ça, parce que c'est pas évident. Hein? Fait que c'est vraiment un service pour eux, exclusivement. C'est comme... On n'est pas là, dans le fond, pour les former sur l'Alzheimer. Comment réagir avec un... c'est souvent l'exemple qu'on voit, les personnes d'Alzheimer. Quoi faire, quoi ne pas faire, c'est pas ça, nous. C'est que... Parce que le proche aidant, il en vient qui est épuisé. Il vit beaucoup de culpabilité, a de la difficulté à mettre des limites. Des fois, il y a une vie parallèle à ça. Des fois, c'est le conjoint qu'on est le proche aidant, mais on peut être proche aidant de la sœur. Mais la personne proche aidante, elle a sa vie, ses enfants, tout ça. Fait qu'elle peut vivre des problèmes familiaux. Fait qu'on regarde tout ça. C'est leur donner un corridor à eux pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils vivent, tout ça. Ça, c'est la partie soutien individuel, si tu veux. Là. Soutien psychosocial, c'est des rencontres individuelles. Mais le service au complet, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Il y a beaucoup d'informations parce que je me rends compte que les gens, de façon générale, ça fait 4 semaines qu'on est dessus, là, mais les gens à demander du support quand tu es proche aidant, de ce que je peux voir, c'est pas mal difficile. On dirait que les gens portent tout ça sur leurs épaules à eux autres. Fait que... Puis des fois, ces gens-là attendre que la personne est dans une phase vraiment où la maladie de la personne malade s'aggrave rapidement, fait qu'elle vient dépourvue, puis c'est là qu'elle a besoin de soutien, tu sais. Mais nous, ce qu'on veut dire, c'est que proche aidant, c'est pas juste quelqu'un qui a besoin de surveillance 24 heures ou de soins, ou ça peut être quelqu'un qui rencontre sa personne 3 fois par semaine, qui fait ses commissions avec. Ça veut dire que si elle s'en va en voyage, admettons, elle doit considérer que si elle n'est pas là, il faut qu'elle trouve quelqu'un pour faire les commissions avec la personne. Fait que nous, on invite tous les proches aidants. Puis aussi, il y a d'autres choses. Il y a les proches aidants qui ne savent pas qu'ils sont des proches aidants, entre autres moi. Mon père est au courant, je peux le dire. j'ai validé ça avec lui. Quand ma première journée que j'ai parlé avec la directrice, elle m'a dit « T'es proche aidant, toi? »
tu vois là, matin, tu viens pas me dire que je suis proche aidant. Ça ne me tentait pas d'entendre ça, tu comprends bien? Ben, je suis pas proche aidant, j'ai dit, juste un petit peu de manger, puis le linge. T'es proche aidant? Ben non. Puis là, je me suis aperçu de mon expérience personnelle qu'il y a bien des gens qui le sont, mais ne sont pas encore capables de le reconnaître. Parce que c'est pas le fun En tout cas, ça peut être spécial de dire j'embarque dans ce chemin-là, puis ce qu'on entend à la TV, tout ça, c'est pas facile. Fait qu'on peut. Mais moi, ça m'a aidé beaucoup parce que le fait qu'elle m'en parle, puis que j'ai. OK, je suis bon, je suis moins dans la résistance, on dirait que c'est plus facile. Fait que c'est tout ça qu'on va travailler avec les gens. Puis c'est quoi au juste un proche aidant? C'est quelqu'un qui s'occupe d'un proche. Puis que s'occuper, c'est un grand mot. Ça peut être, comme je te dis, aller faire l'épicerie 2 fois, ça peut te donner des soins, ça peut être une présence, ça peut faire des téléphones. C'est vague. C'est large, être proche aidant. Puis proche aidant, les gens, de ce que je vois, se donnent le titre de proche aidant quand ils sont là, comme ils sont obligés de lâcher leur job, admettons. Puis bon, tu sais, quand on est rendu vraiment dans une période très difficile, alors que le proche aidant l'est au départ, s'il commence à avoir un lien, à s'occuper de la personne un peu. Il y a un travail de ma part de sensibilisation, d'information, pour que les gens fassent « Ouais, ça se peut-tu que j'ai besoin de support? » On dirait que ces personnes-là sont induits d'une... Ils veulent sauver la personne, là, puis tout s'occuper d'elle, puis tu sais, c'est les bonnes intentions qui sont là, mais on s'entend que sur du long terme, ça peut devenir difficile pour eux, tu sais. Fait que bon, ça, il y a le volet information, sensibilisation, tout ça. Il y a aussi le volet, on va faire des cafés-rencontres ou des groupes de soutien. Ça veut dire que si je m'aperçois qu'il y a plusieurs personnes proches aidantes qui vivent de l'anxiété, genre, ben, il y en a beaucoup, je peux confirmer déjà, ça se peut qu'on fasse une rencontre, pas pour parler de sa réalité de proche aidant, juste de comment gérer l'anxiété, des stratégies pour mieux gérer son anxiété. Ça va, tu sais, c'est vraiment la personne elle-même qu'on va je vais être à l'écoute des besoins des proches aidants, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, puis nous, on va s'adapter en cours de route à leurs besoins. Je continue dans mes besoins. Les groupes, c'est ça, café rencontre, ça peut être, bon, on en fait un au mois de janvier, le 16 janvier, puis on a le Centre de justice de proximité participe avec nous pour toutes les questions, les mesures légales. Ça, c'est quelque chose aussi. Quand tu es proche aidant, puis le processus avance, puis là, les mandats, puis si, tu sais, ça peut être épeurant. Fait que là, on va faire un café-rencontre où on va informer les gens c'est quoi le mandat d'inaptitude, c'est quoi la curatelle publique, la curatelle privée, tout ça. Fait que ça, il va y avoir beaucoup d'informations et il y a le soutien individuel que je te parlais. Moi, je les vois de façon individuelle, les gens, avec leurs difficultés à eux. Puis, le répit. On dispose d'une banque d'art qui est déjà... C'est l'appui, c'est en partenariat avec l'appui. L'appui, c'est québécois, gaspésien, Gaspésie-les-Îles. La patronne Josiane, a fait un projet parce qu'il y avait des besoins ici. C'est pas juste on appelle, je vais avoir du répit. Tu sais, on va regarder les possibilités, parce que ça se peut que cette personne-là, d'aller dans un groupe, jaser de ce qu'elle vit, parler de ce qu'elle vit, puis être autour de personnes qui vivent la même chose qu'elle, ça se peut que ça fasse bien du bien. Fait qu'on on va donner la bonne chose à la personne au moment où elle est rendue. Puis le répit va se faire avec l'Association des aînés. Là, on est en train de voir, de l'organiser. Puis les gens qui ont besoin d'informations supplémentaires ou qui veulent bénéficier de ce service, ils communiquent avec vous comment? C'est assez simple, là, que ça en est quasiment... C'est pour ça que j'ai accepté ce projet-là, pour la simplicité et l'accessibilité de ce service-là. T'appelles au Centre d'action bénévole, 418-689-6023. Tu demandes à me parler, Michel. C'est juste ça. Du côté de la RITMR Gaspésie aussi, un nouveau projet est en construction. Nathalie Drapeau, la directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, nous en parle. Bonjour Nathalie. Bonjour. Là, il y a comme un nouveau projet là, qui est en cours, qui est en construction. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien en fait, c'est que la régie, on a déjà parlé un petit peu, hein, le projet du verre. On a transformé le verre ici, puis on le vend en région. Et on s'est dit pourquoi on n'appliquerait pas la même formule qui est gagnante,
Tu sais, on remarque que chez nous, ça fonctionne bien. Alors, pourquoi on n'appliquerait pas la même formule à d'autres matières avec lesquelles on a plus de problèmes? Alors, tout de suite, les sacs plastiques, donc les fameux sacs plastiques, les films plastiques, ces plastiques-là, on ne trouve pas de preneurs. Alors, quand nous, ils arrivent au centre de tri, puis qu'on doit les trier, une fois qu'ils sont triés, puis qu'ils sont mis en ballot, bien, j'accumule les ballots dans le cours, puis j'ai personne pour les acheter. Alors, on s'est dit, faudrait qu'on fasse quelque chose avec ça. Alors, pourquoi ne pas les transformer localement, comme on a fait pour le verre? Alors, c'est le projet qui est en développement actuellement. Là, malgré que les épiceries, il y a des sacs en tissu, il y a encore une bonne présence des sacs en plastique, puis sûrement que ça va continuer encore pour un petit bout, là. Oui, puis en fait, tu sais, moi, de la façon qu'on regarde le projet, puis là, je vous dirais, on est vraiment dans les premières étapes, là, mais c'est les plastiques souples. Puis il y en a quand même beaucoup. Tu sais, on parle de sacs, tu sais, des pellicules plastiques aussi, tu sais, quand le stretch, là, qu'on appelle le stretch, bon, il y en a beaucoup, du plastique agricole, éventuellement aussi, tu sais, qui pourrait faire partie de ce projet-là. Alors, ces plastiques-là, on les reçoit de toute façon. Je pense pas qu'en dedans de 2-3 ans, on ne sera pas capable de... Ils vont être éliminés du marché. Alors, il faut nécessairement trouver une piste. Puis on s'est dit, les transformer localement, ça peut être intéressant parce qu'on peut les coupler avec d'autres matières aussi, puis faire un autre produit. Dans les pistes là, qui sont envisagées, il y a ce type il y a ces solutions-là, c'est-à-dire de venir mélanger. Par exemple, on peut prendre des sacs plastiques, on peut les fondre, si on veut, là, c'est ça, là, sous la température, donc ils viennent comme c'est une pâte, puis tu peux mélanger ça avec du verre, et ça fait des dalles de patio. Alors ça, c'est une des pistes que nous, on a toujours ciblées, on s'est toujours dit, on pourrait faire ça, mais là, on s'est dit, tant qu'à regarder cette option-là, on peut peut-être regarder d'autres options. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est dans la phase appel de proposition, appel d'idées. On va mettre en place une usine, en fait, une autre ligne de transformation et on va voir qu'est-ce que ça donne, puis jusqu'où on peut aller. Alors, actuellement, quand je parlais de l'appel à proposition, on a ciblé 4 ou 5 entreprises qui sont des centres de transfert technologique, des centres de valorisation, là, où il y a des chercheurs, des chimistes, etc. Et on demande à ces entreprises-là, proposez-nous des sous-produits, proposez-nous des mécanismes de transformation, proposez-nous des idées pour gérer cette matière-là, transformer cette matière-là, lui donner une valeur ajoutée localement. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Je ne pense pas que dans les 6 prochains mois, là, l'usine ne sera pas construite, on ne se mettra pas à produire des dalles ou des 2x4, là. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'en 2020, qu'on ait quelque chose de bien avancé sur ce plan-là. Avez-vous des besoins de partenariat pour arriver à ce projet-là? Oui, effectivement. Quand je disais, là, l'appel à proposition va générer un rapport. Avec ce rapport-là, nous, on va déposer nos demandes de financement, de soutien financier, parce que la régie ne va pas payer ça toute seule. Hein. La régie, c'est l'argent des citoyens et aussi, c'est un projet de cette ampleur-là, on a besoin de collaboration, de soutien financier, de partenaires financiers. D'abord, on a aussi besoin de partenaires, d'autres partenaires, que ce soit des entreprises ou même d'autres centres de tri, parce que on peut envisager un échange de matières. Si nous, on développe cette entreprise-là de transformation localement, on peut être intéressé à ce moment-là à accueillir les matières d'une autre entreprise ou centre de tri, puis y retourner une autre catégorie de matière. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de venir mettre en commun les forces de chacun, les besoins de chacun, mais nous développer un petit créneau, un autre créneau de transformation locale, comme on le fait pour le verre, parce qu'on constate que c'était bénéfique. C'était bénéfique sur le plan économique, pour nous, sur le plan environnemental, bien entendu, hein, on a réduit les transports de façon importante. Puis, sur le plan social aussi, les employés sont très fiers de ça, sont contents de participer à des projets spéciaux de ce genre-là. Alors, on est gagnant là-dessus.
La semaine dernière, Julie Leblanc, la directrice par intérim au Conseil de l'eau Gaspésie-Sud, nous en apprenait un peu plus sur la tournée régionale de concertation menée pendant les derniers mois par l'équipe du Conseil de l'eau Gaspésie-Sud. Cette semaine, elle nous explique qu'est-ce que le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud ainsi que sa principale mission. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud? Le Conseil de l'eau Gaspésie-Sud est un organisme mandaté par le gouvernement du Québec, vraiment afin de promouvoir et de soutenir la protection et la mise en valeur de l'eau et de ses usages sur un territoire d'intervention. Et le territoire d'intervention de notre organisme s'étend de la rivière Nouvelle jusqu'à la rivière Malbaie. En fin de compte, ce sont les territoires qu'on dit les bassins versants de ces rivières-là. Un bassin versant, c'est quoi? C'est un territoire qui est défini par l'eau. C'est-à-dire que l'eau qui tombe sur ce territoire-là, par exemple dans le bassin versant de la rivière Nouvelle, chaque petite goutte qui va tomber sur ce territoire-là va s'écouler vers la rivière Nouvelle et souvent, c'est délimité par la crête des montagnes. Donc, c'est de cette façon-là que le Conseil de l'eau a à travailler par bassin versant. Et le mandat principal du Conseil de l'eau, c'est d'élaborer un plan directeur de l'eau. C'est un plan qui planifie des actions afin d'assurer vraiment la protection de toute la ressource eau que l'on retrouve dans les cours d'eau, dans les lacs, également l'eau potable, et de voir ce que les menaces soient réglées ou soient amenuisées pour régler des problèmes en lien avec tout ça. C'est combien de kilomètres de cours d'eau en Gaspésie? Écoutez, le sud de la Gaspésie, là, je vais parler pour notre territoire d'intervention, est vraiment une région de cours d'eau. Il y en a des centaines et sûrement des milliers. Mais en termes de kilomètres, si on colle un à la suite de l'autre, les cours d'eau, ça fait tout près de 20 400 kilomètres de cours d'eau qui sillonnent le sud de la Gaspésie et tout près de 68 lacs qui couvrent aussi notre territoire. On a d'autres milieux, on a des étangs, on a 1484 étangs qui seraient aussi sur notre territoire. Actuellement, les suivis qu'on fait, les suivis environnementaux qu'on fait sur ces cours d'eau-là nous indiquent que nos cours d'eau sont quand même passablement de bonne qualité. La qualité de l'eau est bonne. Donc, le défi de protéger ces cours d'eau-là, en fait, c'est qu'on veut maintenir cette qualité-là, d'où les raisons d'être de notre travail. Hélène Morin, qui est chargée de projet à l'association LGBT+, Baie des Chaleurs, nous invite à avoir une petite pensée pour les membres de la communauté LGBT+, de notre entourage en cette période des fêtes. Si on revient aux années 70, évidemment que les choses se sont améliorées, mais il y a encore beaucoup de problèmes, il y a encore beaucoup de méconnaissances et avec le temps des fêtes qui arrive, parce qu'on est à quelques jours seulement des fêtes, on pensait que c'était important de rappeler que quand on a un membre des communautés dans notre famille, parce qu'on dit à peu près, là, selon les statistiques, il y a à peu près 10% de la population qui fait partie d'une communauté LGBT+. Donc, on a habituellement des gens dans notre famille qui sont gays, lesbiennes, bisexuels ou trans ou non-binaires, queer. Donc, on tient à rappeler aux gens que c'est important d'être ouvert. C'est important de les accueillir au même titre que n'importe qui dans sa famille, de ne pas faire des jokes plates parce que ça blesse. Je sais que les gens disent « oui, mais c'est juste pour taquiner ». Le résultat, c'est que c'est pas juste pour taquiner. Les gens, souvent, ils se sentent blessés, ils se sentent agressés dans ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Donc, c'est important de faire attention. Il y a aussi les jeunes auxquels on pense pas souvent. On fait des blagues devant eux autres, puis on fait un clin d'œil en même temps, juste pour montrer que c'est une blague. Mais si ces gens-là n'ont pas fait leur communion, si les jeunes ne sont pas sortis du placard, n'ont pas encore dit qu'ils faisaient partie de cette communauté-là, ça peut briser. Ça peut faire mal, ça peut être terrible à vivre. Puis, on n'a pas ce réflexe-là. On se dit toujours, oui, mais c'est pour blaguer. Mais ça a un impact réel sur ces personnes-là. Donc, on tient à rappeler que c'est important d'être ouvert, d'accueillir le conjoint ou la conjointe aussi. Tu sais, des fois, on se dit, ah non, tu peux venir. Puis là, la personne arrive avec son amoureux ou son amoureuse.
Puis il y a un membre ou une membre de la famille qui n'ira pas dire bonjour parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, dépasser ces barrières-là, je veux dire, c'est l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, c'est la même chose que l'hétérosexualité. C'est pas plus un choix. On se lève pas un matin en disant « Youhou, je suis lesbienne, j'ai choisi ça ». Non, non. C'est quelque chose qui prend du temps à découvrir parce qu'encore aujourd'hui, on a des modèles très stéréotypés hétérosexuels. Donc, on s'attend à ce qu'une femme aime un homme, qu'un homme aime une femme. On s'attend à ce que tout corresponde au code qu'on s'est fixé. Mais la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, des fois, ça nous amène ailleurs. Puis de refouler des sentiments ou de ne pas parler de qui on est vraiment, ça amène à plusieurs difficultés qui peuvent aller jusqu'au suicide. On sait qu'il y a de nombreux jeunes et jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes personnes non-binaires qui pensent au suicide de façon très régulière. On sait qu'en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, on a un haut taux d'idéation suicidaire, donc de personnes qui sont membres des communautés qui, un jour, ont l'impression que la seule solution, c'est de partir parce qu'ils ne sont pas acceptés par les membres de leur famille, ou ils sont, mais de façon superficielle. On les accepte, mais quand ils partent, on raconte plein de choses pas fines, ou il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de mythes. Arrêtez de penser que dans un couple d'hommes, il y en a un qui fait l'homme et l'autre la femme. Un couple d'hommes, c'est un couple d'hommes. C'est deux hommes qui partagent leur vie. Comme pour un couple de lesbiennes, c'est deux femmes qui partagent leur vie. Donc, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, c'est deux individus. Les familles vont continuer de façon différente, mais peut-être plus adaptées aux réalités qu'on a afin que tout le monde soit heureux et heureuse. Dans LGBT+, il y a pas mal de monde qui rentre là-dedans. Oui, il y a de plus en plus de monde qui rentre là-dedans parce que aujourd'hui, ils osent parler, ils osent être présents. Ces gens-là ont toujours existé. Il ne faut pas penser que c'est arrivé il y a 5 ans. Ces personnes-là ont toujours existé, sauf qu'on n'en parlait pas, sauf qu'on ne voulait pas les voir. Et qu'avec l'avènement des médias sociaux, évidemment, bien, ça a permis à ces gens-là de découvrir qu'ils ne sont pas seuls. Ce qui est déjà énorme, parce que quand tu penses que tu es tout seul à vivre telle situation, c'est difficile, c'est déprimant, c'est de se sentir isolé, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup en commun, les membres des communautés LGBT+. Donc, de découvrir qu'on n'est pas seul, ça fait toute la différence. C'est important que tout le monde se retrouve, que tout le monde ait le droit d'exister, peu importe qui il aime, là. C'est un détail rendu là. L'idée, c'est que tout le monde puisse être bien. Sur la page LGBT de la baie des Chaleurs, il y a moyen de nous rejoindre sans problème, ou encore on a notre numéro de téléphone qui est le 581-886-5428. Donc, les gens peuvent nous rejoindre à ce numéro de téléphone-là. Puis, si jamais il y a des urgences, parce que ça se peut que pendant le temps des fêtes, certaines trouvent ça dur. Pour X raisons, il y a toujours, au niveau des CLSC, les urgences sociales qu'on peut appeler. Donc, j'invite tous ceux et toutes celles qui seraient seuls ou qui auraient de la difficulté à rejoindre les urgences sociales. Je veux aussi rappeler que, étant donné que ça fait longtemps que les communautés LGBT sont isolées, souvent dans leur famille, ce qui arrive, c'est que plusieurs membres ont ce qu'on appelle créer des familles choisies. Donc, plusieurs se sont retirés de leur famille et se sont composés de nouvelles familles avec des amis, des gens proches. C'est bien, mais j'inviterais ceux et celles qui ont des enfants, qui font partie de la diversité, des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, à appeler pendant le temps des fêtes, à dire un petit bonjour. C'est difficile d'être seul pendant la période des fêtes quand on sait que tout le monde se réunit puis qu'on est laissé de côté à cause de notre orientation sexuelle ou de genre. Donc, ceux et celles qui ont un peu plus d'ouverture, on les encourage à appeler ceux et celles qui seraient seuls. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, nos super bingo géants pendant tout le mois de décembre. Bonne chance à tous.
En terminant, n'hésitez pas à consulter notre programmation de la semaine. Vous pouvez la consulter sur notre babillard ou directement sur notre site Internet. Votre émission Hebdo4 est en cas elle diffusée à tous les jours à midi et à 18h. Votre émission Enjeux régionaux est diffusée du lundi au vendredi à 13h30 ainsi qu'à 18h30 et le samedi à 12h30, suivi à tous les jours de votre émission La Vague culturelle. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 22 décembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un très, très joyeux temps des fêtes à tous et à la prochaine.